Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce nouvel épisode de Volcano à Bari, nous avons eu le plaisir d'acquérir Mamadou Lamine Faye, qui, avec lui, nous avons discuté d'un sujet capital qui est comment garder sa statut de salarié tout en entreprenant de côté. Il nous a parlé de son expérience à lui et comment il a réussi à s'en sortir. Une conversation riche que nous vous prions d'écouter jusqu'à la fin. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour Lamine, Yes, Isaac, bonjour. comment tu vas? Je vais super bien, merci. Et au fait, cet épisode c'est assez anecdotique parce que tu t'en rappelles, ça fait un mois qu'on le planifie. On avait toujours ces décalages-là. Ouais. On va le faire aujourd'hui. Non, on fait le planning. En tout cas, moi, je suis super heureux de t'avoir dans cet épisode de podcast. Ce qui est bien, c'est que tu es notre premier invité. Externe, en tout cas. Est-ce que tu es vraiment un externe, je peux dire? Non, mais en tout cas, comme je disais, hein, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir sur cet épisode de podcast. On a le planifié depuis pas mal de temps. On se disait, on va le faire, mais finalement, on va le faire. Ce que nous, on fait ici, dans un premier temps, c'est qu'on essaye d'instaurer un cadre de confiance avec la personne. Donc, je vais te laisser, tu vas te présenter, toi, tu vas dire qui tu es, et on va d'abord faire ça, en premier temps. Et, donc, remercie déjà pour l'invite. Donc, on peut dire que je suis externe, interne, on ne comprend plus. On comprend plus, ouais. Ouais, donc, moi, je m'appelle Mamadou Lamine Faye, voilà, comme les gens m'appellent la plupart du temps. Et les plus jeunes qui m'appellent MLF. Voilà, MLF, c'est devenu encore beaucoup plus, je vais dire, populaire. C'était un truc qui restait entre potes. Au début, je refusais, mais après, à un moment donné, c'est beaucoup plus facile à prononcer. Donc, je suis un jeune de Dakar Plateau, si je peux le dire. Un quartier qui m'a forgé, qui a fait qui je suis aujourd'hui. Et après, j'ai vite fait compris plein de choses à travers ça. Donc, moi, aujourd'hui, je dirais que j'ai du mal même à définir 100% qui je suis de par ma polyvalence. Si. Voilà, très polyvalent dans plein de choses. Voilà, donc, en gros, vous pouvez retenir que je suis au moins un jeune dans le marketing qui expérimente des choses et qui essaie de faire bouger les lignes et les codes. Ok, Voilà, en tout cas, c'est tranquille, parfait. quoi. Ouais. On va vraiment essayer de comprendre plus en profondeur. Ce que je veux que tu puisses faire, c'est de retracer un peu ton parcours. C'est-à-dire, si tu veux même, hein, depuis le bas âge jusqu'à aujourd'hui, comment tu t'es baigné en tout cas dans tout ce qui est marketing, business développement, en fait. D'où tu viens, en grosso modo? Ouais, c'est une question très complexe parce que je viens de loin, Ok. comme les gens disent. Et c'est des trucs voilà, très ancrés aussi parce que la plupart des gens que tu connais et qui ont une forte connexion avec toi te connaissent quand tu es adolescent la plupart du temps. Donc, ma jeunesse, j'ai une jeunesse assez, je vais dire, voilà, très calme dans mon coin où tu faisais pas des trucs. J'ai un grand frère qui est aussi très calme. Donc, c'est, je vais dire, vraiment en classe de CM2 que j'ai commencé à être le gars turbulent, là, tu vois, qui sort, qui fait tout ce qu'il veut et tout. Mais je peux dire que, en gros, moi, j'ai grandi entre Dakar, Ziguinchor et Diofior. Okay. Tu vois, entre mon père, ma mère et la famille. Donc, c'est en 2004 que j'ai déménagé à Dakar Plateau, au sein d'une cité qui était juste derrière le palais. Après, voilà, j'ai fait beaucoup de déménagements au sein de Dakar Plateau où j'ai compris plein de choses par-ci, par-là. Donc, moi, mon parcours, je peux le retracer en 3 étapes. Comme je disais, c'est en classe de CM2 que j'ai commencé à comprendre certaines choses. Je me rappelle même avoir des photos. C'est comme ça que j'ai commencé à côtoyer tout ce qui est multimédia, les jeux. Parce que c'est à cette classe-là où on avait un ordinateur chez nous. On avait un ordinateur qui est physique. La musique, il n'y avait pas d'Internet. On a eu Internet en 2009. Quand on a eu Internet plus Play 2, tu as Internet, tu as Play. On avait la connexion, tu avais CanalSat, tu regardais tout ce que tu voulais. À l'époque, on regardait tout ce qui est Naruto, tout ce qui est Dragon Ball Z, Full Metal Alchemist, tu vois, tous ces trucs-là, c'est à cette époque-là. Et ça participe à ta conception du monde. Et par la relation que tu as avec tes amis, de par plein de choses. Et pour résumer, encore une fois, mon parcours, c'est
par étapes. Adolescence. Ensuite, tu as le déclic est venu. Le déclic, c'est la conscience. C'est la deuxième étape. C'est la conscience d'un monde que tu as envie de construire. Et troisième point, c'est parcours universitaire. Quatrième point, c'est plus mon premier emploi, qui a beaucoup changé aussi. Mon premier emploi jusqu'à tout ce qui est démission et tout, tous ces trucs assez, assez bad boy. Après, je peux terminer en cinquième point avec premier projet entrepreneurial. Okay. Voilà, c'est comme ça que je peux résumer mon parcours. Et comme je disais toi tantôt, étant adolescent, quand tu grandis dans certains quartiers, tu comprends plein de choses. Surtout si tu es curieux. J'étais du genre à ne pas côtoyer les jeunes du quartier. Okay. Moi, tout le temps, c'était les grands parce que je voulais faire du basket et on habitait à côté d'un grand lycée où j'ai même étudié aussi, le lycée Lamine Gueye. Donc, les jeunes, ils restaient en bas de l'immeuble en train de jouer au foot, mais moi, je sortais de l'immeuble. Pour aller jouer au foot avec les grands ou jouer au basket. Donc, quand tu jouais au basket, c'était les grands. Donc, moi, j'étais dans un club de basket à côté qui s'appelait IGA, Jeanne d'Arc de Dakar. Et là-bas aussi, je côtoyais que des grands. Donc, ça a facilement fait que je comprenais plein de choses. Et quand tu as des grands frères aussi ou des cousins qui sont dans la maison, qui vivent avec toi et que tu es le plus jeune, on te traite comme le plus jeune. Voilà, il t'envoie, il te fait. Donc, tu comprends vite. C'est des avantages. Donc, ça a facilement fait que j'ai vite grandi. J'ai fait pas mon âge, ce que les gens me disent. Et vite fait, ayant un grand frère qui est plus âgé que moi de 2 ans, lui aussi, il était très calme, on faisait les choses ensemble, donc facilement avec lui, j'ai beaucoup grandi. Donc ça, c'était très rapide. Voilà, très rapide. Et deuxième point, c'est ce qui a amené le déclic de mon parcours. C'est que on était au lycée, je faisais plein de choses. Déjà, je faisais du basket les mercredis et vendredis. Et à un moment donné, quand j'étais en junior, c'était plus la vie scolaire qui me tirait. Et j'habitais pas loin de mon école, donc j'allais pas tout le temps au basket, tu vois. Parfois tu y vas, parfois tu y allais pas. Et jusqu'à ce que je perds ma place au basket. Et plus en plus, j'avais commencé à développer aussi d'autres passions. Et bam, je commence à faire du théâtre. Comme ça, tu es dans le club théâtral de l'école. Et quand je fais du théâtre, je pense que ça a participé à ce qui a amené le déclic. Parce que quand je faisais du théâtre, j'ai joué des rôles de président, de dictateur, de mari, tu vois. Et je commençais à être conscient de ma capacité ou conscient du leadership que j'avais. Voilà, j'avais fait une interprétation théâtrale d'un livre d'un Camerounais, Henri Lopez, Le Pleur et Rire. Donc, Le Pleur et Rire, c'est un document, c'est un livre du moins, un roman qui résume les dictateurs africains. De Bokassa jusqu'à Kadhafi, tout ça. Il montrait le cannibalisme, tout ça. Et on a fait une interprétation théâtrale du livre. Et on a joué lors de la francophonie qui se passait à Dakar en 2015, je pense. C'était là où devait nommer un secrétaire général de la francophonie. Voilà, donc on a joué ça, on a fait un peu le tour. C'est un peu ça qui a participé à créer un déclic. Ça m'a fait conscience que tu es un leader. Et c'était en classe de seconde. Et bam, tu commences à comprendre ça. En seconde, j'ai compris ça et je commence à être un peu plus orienté vers les amis, vers la communauté de l'école. Tu aides parce que tu es un peu connu. Et après ça, on a enchaîné plein d'autres pièces théâtrales, comme j'ai joué un rôle de fou, fou dans l'environnement, où j'étais ça a un peu sorti mon côté artistique. C'est-à-dire, tu es artiste, tu es libre. Tu as le droit de faire ce que tu veux sans te juger toi-même. Et être assez puissant dans tes actes et être conscient de ce que tu fais. Ce rôle-là, ça a fait ça de moi. Et voilà, on a joué dans pas mal d'écoles de Dakar. Et ces écoles-là, tu vas et tu vois des jeunes comme toi, mais qui t'admirent parce que toi, tu incarnes un rôle. Et bam, tu commences à être conscient de ton pouvoir, de ton leadership. Ça, c'est le début du déclic. Et le déclic est arrivé en classe de première. Quand, bam, tu es connu, il devait choisir un président du gouvernement scolaire. Le gouvernement scolaire, c'est
c'est un peu comme le gouvernement du Sénégal, mais pour l'école, tu vois. Après, tu es le président et tu as les ministres. Ouais. Voilà. Donc, on essaie d'aider les jeunes à rapidement comprendre les principes de gestion par-ci, par-là. Donc, et rapidement, je suis devenu le président du gouvernement scolaire en 2014-2015 du lycée Lamine Gueye. Et là, quand j'étais président, je me disais non. Moi, la chance que j'avais, c'est que j'étais dans la même école, de la 6e à la terminale. Wow. Donc, je savais déjà ce qui se faisait. Ouais, c'est ce qui se faisait entre temps. Et je connaissais tout le monde. Donc, je dis, OK, cette année, on ne va plus faire ce que les autres faisaient. On va essayer de réinventer la chose, de faire à notre sauce. Et comme ça, on a pu, à notre manière, changer comment on gérait les gouvernements scolaires de l'école. On a déjà commencé à introduire, je pense que ce rôle-là m'a permis de comprendre ce qu'était le réseau. Parce qu'on s'était constitué en réseau jusqu'à ce qu'on puisse m'élire en tant que président du gouvernement scolaire. On avait un groupe qui s'appelle Just My Generation, où on essayait de prendre les boys les plus swag de l'école, tu vois, dans le gang, tout ça, c'était cool, tu vois. Et nous, je pense même, c'est les mêmes personnes qui ont été présidents en seconde, première et terminale. Tu vois. Ouais. Donc, tu fais partie, bon, l'élite, quoi. Tu vois, cercle fermé, en fait. Voilà, cercle fermé. Ouais. Et ça a participé à ma prise de conscience en tant que leader. Et j'ai commencé à lire quelques livres de leadership. Je me rappelle, le premier livre que j'ai lu, c'était L'étoffe des leaders de Dale Carnegie. Dale Carnegie, c'était Comment se faire des amis. C'est ça que j'ai lu. Et L'étoffe des leaders d'un certain Robert. Et quand j'ai lu les livres, c'est les 7 habitudes de ceux qui réussissent, ceux qui entreprennent. Voilà, c'était la suite, L'étoffe des leaders. Donc, j'ai lu ça. Quand j'ai lu le livre, je commençais à vraiment comprendre qu'est-ce que je pourrais devenir, qui est-ce que je pourrais devenir et qu'est-ce que je voulais faire demain. Et j'étais en train de réfléchir, après mon bac, je vais faire des études en communication ou des études en journalisme. J'étais en train dans ces deux. J'ai tenté, comme tout le monde, Campus France, pour partir et tout. Voilà. Et après le bac, je ne suis pas sorti de l'environnement où j'étais. Il y avait juste une école qui était derrière mon lycée, qui s'appelait Institution Saint-Jean d'Arc Post-Bac. Bon, tout le monde savait que c'était une école super rigoureuse, une école hyper chère aussi. Donc, quand j'en ai parlé au début à mon entourage, les amis et tout le monde m'a dit non, c'est pas ton mood, tu vois. Ouais. Toi, c'est ISM qui est ton école, tu vois, pour faire un peu plus. C'est une bonne école aussi, et Jean d'Arc aussi. Et on était là en clash. Et l'école ISM devait commencer en septembre. Et à l'époque, j'ai déménagé pour habiter à Fass, c'était pas loin. Et je me dis, vu que j'ai grandi pendant longtemps en étant à côté de mon école, je sais comment ça peut faire en termes d'influence. Tes potes viennent chez toi. Tu vois, j'ai dit non, il faut que je change ça. Et surtout que juste après le bac, un peu plus de manière familiale, ça a un peu changé le déclic. C'est qu'avec ma famille, on ne vivait plus avec ma mère. Donc ma mère s'est allée installer à Diofior, là où on habite. Elle s'est installée là-bas juste après notre bac, juste après qu'on a eu le bac. Moi et mon grand frère, il a dit ok, donc maintenant vous êtes des grands garçons, vous pouvez gérer vos sœurs. Donc voilà. Donc on habitait sans les parents. Okay. Et il y avait moi et mes 2 sœurs. Et mon grand frère. Et mon grand frère aussi devait aller à l'armée. Donc voilà, quand il est parti, je restais avec mes sœurs. Voilà, donc avec mes petites sœurs, tu dois être responsable. Donc j'ai vite réduit mon cercle amical. Je ne traînais plus avec des potes comme à l'époque. J'ai réduit mon cercle amical. Inconsciemment, ce n'était pas une chose que je choisis de faire parce que je ne suis pas comme ça. Et rapidement, ça a participé à comprendre, ok, tu dois te poser, comprendre des choses, apprendre, être calme, commencer à regarder des films. C'est l'époque où j'ai vraiment commencé à regarder des séries, des films, me poser. Je restais pendant une journée sans sortir de la chambre. Tu vois, ces trucs-là, tu es ado, quoi. Oui, ouais. Et comme ça, après le bac, quand je suis parti à l'Institution Saint-Jean d'Arc Post-Bac, lycée Lamine Gueye, c'était assez cool parce que tu as la tête sur les épaules. Personne ne te dit ce que tu dois faire. Tu es assez autonome. Tu révises toi-même, tu fais ce que tu as à faire. Mais quand je suis parti à Jean d'Arc, c'était très différent. C'était un autre monde. Parce que j'ai trouvé des boys d'une autre, d'une pas dans la même éducation. Parce que c'est des boys qui viennent des écoles privées catholiques, qui étaient très carrés, qui étaient super intelligents et qui étaient friqués. Ouais. Je vois. Moi, je suis venu, je n'étais pas friqué, je n'étais pas intelligent. Donc, il fallait être correct pour t'en sortir. Donc, je salue de passage mes profs, tu vois, ils savaient que le boy là, c'est un turbulent, on va essayer de le cadrer.
Mais ce que je retiens de Jean-Marc Postbac, je me rappelle au premier entretien quand je suis venu, quand ils m'ont demandé qu'est-ce que tu voulais devenir. Ouais. Qu'est-ce que tu les as dit? J'ai dit entrepreneur. Waouh. Ils m'ont dit entrepreneur en quoi? J'avais déjà une idée de projet, Oui, tu oui. vois. Si. J'avais un projet que j'avais appelé World of Vict, que j'avais dessiné partout, que je parlais partout, mais les gens ne comprenaient pas. Ok. Donc, je dis à mon prof, non, mais moi, je veux être entrepreneur. Il me dit entrepreneur dans quoi? J'ai dit, je veux créer une entreprise qui fait du tout. Tu vois, Wow. légal, par-ci, par-là, tu vois. Il me dit, non, doucement. Il faut que tu puisses trouver quelque chose à faire d'abord. Si. Mais ça, en disant ça, j'ai marqué ce prof et qui m'a aidé, qui m'a accompagné dans mon insertion professionnelle, qui m'a vraiment accompagné jusqu'à ce que je puisse avoir mon premier emploi, ensuite mon premier emploi, stage et tout. Après CDI, après démission, après projet entrepreneurial, etc. Voilà, donc c'est un peu ça le parcours, mais le plus important, c'est la base. Si. Tu vois, déjà du quartier et de l'environnement où j'étais, avec le lycée Lamine Gueye. Et ensuite, je ne suis pas sorti de mon environnement, je suis resté dans le même cocon pour étudier et connaître les mêmes personnes aussi, grandir dans cette... Après ça favorise plein de choses. Et de ce fait, tu as un bon réseau. Et même, je peux dire, c'est ça qui m'a suivi tout au long de ma carrière. Même au boulot, les récentes expériences que j'ai eues, je ne suis pas sorti de l'environnement de plateau. Si. Tu vois, et voilà, donc c'est un peu ça pour résumer mon parcours. Ouais. Et ouais. C'est vraiment inspirant, Lamine, ton parcours. Si tu l'as résumé, donc j'imagine si tu te dis tout, on peut rester des heures sur ça. C'est vraiment inspirant, ça montre que tu as vraiment acheminé pas mal de choses. Et pour rebondir sur ça, j'ai été allé checker ton LinkedIn. Ouais. sur ta description, tu dis quelque chose, tu dis que non, lorsque tu te lances dans le monde professionnel, en fait, tu constates qu'il y a un énorme gap Oui. en fait, entre les pratiques marketing que toi tu apprends à l'université Oui. et ce que tu vois dans le terrain. En fait, comment tu arrives à vivre en fait, ces étapes de gap? Parce que toi, tu es un étudiant, tu as tes pratiques marketing que tu as appris, tu vas dans le terrain, tu retrouves d'autres approches. Comment tu vis en fait ces changements-là, en quelque sorte? Ouais, non, sur mon jeu, ça, j'avais l'habitude de le dire, même quand j'étais étudiant. Les gens vont m'excuser, les bons profs, les bons élèves. Je n'étais pas vraiment un bon élève. Je disais tout le temps, il y a un décalage de tout ce que nous étudions et tout ce que les entreprises ont besoin. Et de ce fait, il y aura tout le temps un problème. Ouais. Et ça, il faut, moi, comment je le vis actuellement, c'est plus avec les étudiants avec qui j'essaye de placer dans les entreprises. C'est là où je remarque, même avec des formations très pratiques, on constate ce décalage toujours, tu vois. Mais moi, comment j'ai commencé à le comprendre, c'était, nous, on avait la chance, par exemple, moi, mon cursus, j'ai eu la chance, en licence 2, j'étais déjà à 4 stages. Ça, les gens n'ont pas cette chance-là. Chaque semestre, tu dois faire un stage. Et de ce fait, nous, quand on allait en stage, moi, le premier stage que j'ai fait, c'était un stage en comptabilité. Et c'est pas marketing, tu vois, mais déjà sur ça, il y a un décalage. Nous, en comptabilité, on apprenait à faire les budgets, à faire la comptabilité générale. Et quand je suis parti en entreprise, j'ai rien vu de ce que je voyais à l'école. Ouais. Tu vois, c'était speed. Et après, je me dis, ok, donc comment aujourd'hui... mais après, je n'aimais pas la comptabilité aussi, tu vois, j'aimais le marketing. Et quand je me suis orienté vers le marketing et que j'allais en entreprise, je voyais aussi ce décalage-là. Et ce décalage-là, c'est sur 2 points. Et même si les profs de marketing, etc., ils essayaient de faire des efforts, et même si on voit dans certaines écoles, c'est des professionnels qui viennent donner des cours, ça comble un peu le gap. Mais le problème en est que, tu vois, le marketing en entreprise, tu viens, les gens, c'est pratique en fait. Ils font des choses pour l'entreprise. Je te donne un exemple. Tu es un étudiant en marketing digital. Tu arrives en entreprise, ils sont déjà en train d'utiliser un outil. Toi, tu viens, tu n'as jamais entendu parler de l'outil en classe. Tu viens, l'entreprise te dit non, toi, actuellement, tous nos postes ou bien tous les tickets passent par Trello. Toi, tu ne sais pas c'est quoi Trello. Toi, tu as tout le temps travaillé sur Feuille. Voilà. Tu as fait les lignes éditoriales sur Feuille, etc. Tu ne connais pas Trello. Tu vas prendre 1, 2, 3 semaines. Même ça va réduire ta créativité parce que tu ne connaissais pas ces outils-là. Donc, moi, je me disais que ça, c'est déjà un gap. Et pourquoi pas dans les écoles,
commencer à apprendre les gens directement avec les outils. Directement. Avec les outils, voilà. Ouais, mais après, le problème qui est là, surtout en Afrique, c'est le problème de device. Ouais. Les gens n'ont pas d'ordi, on le comprend. Mais il y a certaines écoles, s'ils font l'effort, ce gap pourrait être comblé. Moi, je le prends sur le point de vue commercial surtout. Je le disais dans ce sens. Aujourd'hui, le métier du commercial, c'est un métier qui a énormément évolué. L'ancien commercial, ce qu'il avait, il était en costume cravate, mallette, carte de visite, ordinateur, peut-être, tu vois. Il a carte de visite, il va déposer, il a des papiers, des paperasses par-ci par-là. Aujourd'hui, le nouveau commercial, le BizDev ou le commercial, qu'est-ce qu'il a? Il a tablette, casque, voilà. Téléphone et des outils. Des milliers d'outils, tu vois. Voilà, ouais. Il est sur LinkedIn, il est partout. Il n'a même pas besoin d'aller sur le terrain, tu vois. Voilà. Et c'est ça, en fait, que je voulais dire sur LinkedIn. Et ça, moi, je l'ai compris. Et quand je l'ai compris, j'ai essayé de trouver des chemins pour ne pas suivre le parcours classique qui m'a été tracé. Et ça a été un grand avantage pour moi. La première chose que j'ai commencé à faire, c'est de trouver des formations très rapides sur ce qui se fait en entreprise. Et j'essayais de comprendre qu'est-ce qui se faisait en entreprise que moi, je pourrais apprendre sans pour autant aller à l'école. Et quand tu comprends ça, tu ne peux plus aller à l'école. Parce que en classe, tu t'ennuies. Tu t'ennuies, voilà. Tu vois, tu t'ennuies et tu comprends des choses que les gens ne comprennent pas. Mais après, c'est toujours bien qu'on puisse réduire ce gap-là du mieux pour permettre aux gens qui sortent d'école de ne pas être en déphasage avec ce qui se fait en entreprise. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que je dis, parce que souvent on se rend compte qu'il y a vraiment un sentiment vraiment de gap en fait, qui sépare c'est qu'on apprend, et que le système il nous pousse pas assez à la créativité pour pouvoir s'ouvrir à plusieurs de choses. Je vais rebondir sur ce que tu as dit quelque chose là que tu commences déjà à placer de jeunes. Il y a un saut que tu as fait dans ta carrière, peut-être que tu n'as pas encore parlé, même sur LinkedIn tu n'as pas encore fait une annonce. Tu as rejoint Bakili. Pourquoi ce choix déjà, Lamine? Pourquoi ce choix de pouvoir rejoindre Bakili? Et qu'est-ce qui t'a poussé en fait? Ça rejoint la première question de ce choix. Et qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à pouvoir faire ces nouveaux sauts dans ta carrière professionnelle? Je pense que ça sera pour la première fois que je l'ai dit publiquement ou je l'ai dit comme ça. Tu vois. En tout cas, on est chanceux. Les gens qui vont l'écouter sont chanceux. Même mon entourage, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant. Donc, j'ai rejoint Bakili en tant que lead marketing et sales, communément en français. J'ai rejoint Bakili en tant que responsable marketing et commercial. Et le truc, c'est quoi? C'est que pourquoi j'ai choisi de faire ce saut? Il y a plusieurs raisons aussi, plusieurs raisons de par-ci, de par-là. Donc, il faut savoir que la collaboration avec Bakili, ça a commencé depuis bien longtemps, je peux le dire. J'ai participé en 2021 à un afterwork que Nyako Adja faisait ici. Ouais. Voilà. Donc, quand j'ai participé, j'ai beaucoup échangé avec Adja sur la culture d'entreprise de Volcano, sur plein de choses. Adja me disait, ouais, non, ce serait top si tu as envie de bouger. Moi, je pourrais en parler, tu vois. Ça, c'était la première fois que je dis, OK. À l'époque, il n'y avait même pas Khadi, tu vois. Ouais. Et j'ai dit, OK, non, Volcano, c'est une boîte que je mets dans mes next steps. Okay. Tu vois, je les suis de près pour voir comment je vais intégrer prochainement. C'était ça. Et après, la chose s'est fait. Le saut, c'est pas, même pas un saut, c'est un truc très slide, tu vois, bien fait. Il faut savoir que j'étais dans une boîte où j'avais beaucoup appris pendant 2-3 ans et tout le monde me connaissait à cause de ça. J'étais un peu plus l'image, l'ambassadeur, le bizdev, la personne qui prenait les paroles, qui allait à des événements pour la boîte. Et j'ai appris énormément de choses là-bas. Après, à un moment donné, j'avais fait le tour. Ouais, j'avais fait le tour et j'avais deux choix. Soit rester à temps plein sur mon projet, parce que j'avais un projet qui me tient à cœur et que je pousse depuis 2019. Soit rejoindre, je ne vais pas dire une entreprise, mais rejoindre une personne. Rejoindre peut-être un grand frère ou un mentor pour aider sur une mission. Tu vois. Et c'est un peu ça. J'avais beaucoup de propositions quand même. J'ai eu plein de propositions des gens de l'écosystème. Parce que j'ai annoncé que non, quand j'ai rencontré des gens intéressants, je leur disais, non, moi, ce que tu fais, ça m'intéresse. Et j'ai envie de bouger parce que j'ai appris pendant 2 ans ou 2 ans et demi. J'ai fait 2 ans, 10 mois. Et j'ai envie d'apprendre qu'est-ce que tu me proposes.
Donc, certains m'ont contacté personnellement pour me dire que, ouais, non, je vois ton profil et tout, je te propose telle chose. Voilà, donc je suis resté, j'ai vu toutes les propositions, et même j'ai eu 2 propositions de 2 boîtes qui étaient en Côte d'Ivoire. J'avais aussi la possibilité de rejoindre une startup studio en Côte d'Ivoire, avec une idée de projet aussi. Mais étudier encore, voir la chose, donc j'ai dit, ok, il y a Bakeli qui est là, ils font énormément de choses, notamment le groupe Volcano, où déjà la collaboration, c'était cette période-là où ça a été commencé. Avant de faire la collaboration, de rejoindre, donc je reviens sur le contexte, c'était le Kokutana qui se préparait. Voilà. Et j'ai échangé avec Radi déjà. Radi, je la connaissais bien avant, tu vois. On échange, tac. Je lui dis, gars, moi, je veux bouger de ma boîte. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, j'ai 2 choix. Soit créer une nouvelle entreprise et être en temps plein, soit continuer Guelwaar. Et bam, elle m'a dit ça. Et si tu pouvais nous rejoindre? J'ai dit, ouais, non, faites-moi une proposition. Après, elle me dit, non, toi, tu vois, si tu as envie de rejoindre, tu vas venir, tu vois. C'est pas un problème que moi je fais. J'ai dit, ok. Et bam, on a parlé, c'est là où on a commencé à parler du partenariat Kokutana Guelwaar. On a discuté cette même semaine, on a échangé par-ci, par-là. Après, je dis non, ce serait bien d'acter un after-work pour le Kokutana et moi, je pourrais me porter volontaire pour aider ça et faire tout ce qu'on peut. Voilà, et comme ça, le partenariat Guelwaar-Kokutana, c'est fait. Et même à l'époque où on faisait ça, j'ai eu 2 personnes qui sont rapprochées de moi, je me rappelle, juste après le Kokutana, ils m'ont dit, maintenant tu travailles à Volcano? Ah ouais, carrément. J'ai dit non, pas pour le moment. C'est envisageable, mais pas pour le moment. Et comme ça, on a fait la collaboration pendant que j'étais en temps plein sur une autre boîte. On a fait ça avec Guelwaar 1 fois, 2 fois. Et même avant de rejoindre Bakeli, j'ai fait de la consultance pendant 1 mois. Voilà. Et après les 1 mois, je me suis dit, gars, tu vois, tu as une opportunité là, autant le saisir. Et surtout, je salue de passage Abdul. On a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé dessus vite fait. Et c'est qu'il m'a, tu vois, il m'a compris, il a compris mon profil. Et il a compris le mindset que j'avais et on avait un peu plus le mindset. Et moi, j'avais envie de le rejoindre parce que j'aime bien le mindset bosseur qui est là et essayer de faire des choses. Donc, on est parti sur 2-3 projets qui m'ont parlé. C'est un projet qui est aussi dans le sandbox, que les gens connaissent un peu. C'est dans la bac à sable. On est en train de le construire. Ça s'appelle Bakeli Carrière. Ouais. C'est le service d'insertion de Bakeli où on doit insérer les étudiants de toutes les écoles du Sénégal. Voilà, avec un modèle assez cool. Donc, l'idée, c'est qu'on va commencer avec les étudiants de Bakeli. On en a déjà inséré pour le programme qu'on est en train de faire, Djangi Ligue, qui consistait à former 150 développeurs et CM en community management et développement web. Voilà. Ouais. Donc, on en a formé près de 150. On en a inséré 25 ou 23 comme ça. Ouais, c'est 23 exactement. On les a insérés. Et les autres aussi, on les a insérés chez Defersi. Donc, entre autres, on est à 40 et quelques 45 insertions. Voilà. Donc, on continue la mission, ce n'est pas encore terminé. Et là, on va continuer avec les étudiants de Bakeli. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport au gap qui se fait, qui est là entre les pratiques marketing et sur le terrain et en théorie, ça prouve aujourd'hui la présence des écoles comme Bakeli, comme Go My Code, comme Simplon, comme ODC, Harala, tu vois, et même École 221 et toutes ces écoles-là qui sont en train de faire de très très belles choses, avec qui je vais contacter pour insérer leurs étudiants. Tu vois. Donc c'est assez cool. Et là, le saut, comme je te disais, c'est un truc qui s'est fait tranquillement, je vous ai expliqué ça. C'est un truc très très nice que j'ai fait et qui m'a vraiment aidé. En tout cas, Lamine, nous sommes heureux de t'avoir dans la famille Volcano. Par le biais de notre filiale Bakeli, on espère vraiment en tout cas que ta venue va insuffler, il va encore nous ramener dans des sommets encore plus haut. On a même déjà emboîté le pas de ton aventure entrepreneuriale parce que l'essence même de cet épisode-là, avec toi, on voulait un thème. Tu vois, on était parti sur un thème pour dire non, ça c'est pas trop parlant. Il faut en plus parler au moins un thème qui va vraiment nous mettre, qui va te mettre à l'aise, qui va essayer vraiment de pouvoir comprendre. C'était de l'entrepreneuriat. Comment aujourd'hui on peut garder son statut de salarié, mais aussi entreprendre. Toi, dès par ton parcours, tu nous montres vraiment qu'on peut cumuler les deux. Tu as parlé de Guelwaar, qui est ton agence créative, donc tu as fait un pivot. C'était un agence événementiel et là c'est agence créative. Est-ce que tu peux nous présenter Guelwaar et quand tu lances Guelwaar, en fait, tu t'attends à quoi?
concrètement quand tu les lances? Tu les lances solo, vous êtes en groupe en fait. C'est quoi l'idée en fait lorsque tu lances Galwar? Ouais. À la base de base, l'idée c'était quoi? J'avais participé au forum de la jeunesse en 2018. C'était le premier forum qui m'a sorti de Dakar. Je suis parti à Saint-Louis où j'ai rencontré près de combien d'entrepreneurs? On était 100, 150 comme ça. Il y avait les boys actuellement les plus chauds de l'écosystème. Tu vas voir, c'était avec les Dior Berima, les Martar de From Dakar. Tu vois. Il y avait plein de jeunes qui entreprenaient, que je salue aussi de passage, plein de boys. Et moi, j'étais assez jeune. Je venais, voilà, j'étais en stage. Et j'ai demandé la permission, on m'a laissé. Quand je suis parti à ce forum-là, je suis parti avec un projet de festival. Je voulais faire un festival de photographie au Sénégal, que j'ai appelé FIFS. Ça se fera, tu vois, c'est un truc qui est là. Voilà, on voulait, parce que j'ai remarqué, je connaissais plein de photographes artistiques qui faisaient des expositions, mais ces photographes-là, ils n'arrivaient pas à faire, il n'y a pas un festival de photos, il y en avait. Et à la base, la Biennale de Dakar, c'était un festival de photos avant que ça devienne la Biennale de Dakar. Après, il y a juste le plus grand festival qui se passe en photographie au Mali. C'est après la Biennale de Mali, elle est typiquement photographique. Plus. Après, il y a d'autres festivals de photos. Donc, j'avais fait ce constat. J'ai dit, OK, je vais partir faire un festival de photographie. Et j'ai eu quelques petits gros partenaires comme ça qui étaient chauds pour aller avec moi. Donc, ce que je faisais, c'était, j'avais fait une base de données de tous les photographes du Sénégal. Et je les ai contactés pour prendre rendez-vous avec eux. Donc, j'ai pris rendez-vous avec eux, notamment Aldi Diassé, un gars que je connaissais bien. Quand j'ai l'iPro, tout ça, je les ai rencontrés, Diakous, Ali Badara, je les ai tous rencontrés, leur dire, je vais faire un festival. Et la question qui revenait tout le temps, c'est quoi? Pour quelle structure? Il n'y avait pas de structure, il n'y avait rien derrière. Il n'y avait rien qui labellisait le festival que je voulais faire. Après, eux aussi, ils n'étaient pas chauds de venir parler à un jeune qui n'a pas d'expérience et qui veut faire un festival. Et quand j'ai fait ces démarches-là, j'ai dit, OK, donc là, je n'ai pas de structure, donc je dois créer une entreprise. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, OK, il faut que je crée une entreprise. Si je crée l'entreprise, ça sera quoi le nom? Et c'est là où c'est venu, avec maintes répressions. À la base, je voulais partir avec mon idée World Vict là, que j'avais au tout début. J'ai dit, bon, World Vict, les gens ne comprenaient pas. Donc, je garde le nom World Vict, j'ajoute un nom local. Et le nom Galwar est venu plus de... Parce que nous, dans notre culture, c'est rare. C'est juste, parle de l'arbre généalogie de ton père, la mère de ton père, etc., etc. Et arrivé là-bas, on parlait d'un certain roi qui s'appelle Maïssa Walidjan, qui est venu du Gabou. Le Gabou, c'est un ancien royaume d'Afrique qui était vers Mali comme ça. Et eux, c'est un peu, on peut dire que c'est là où est venu le concept de Galwar. C'est des filles du Gabou qui ont été défaites à travers une guerre et qui ont été rejetées dans le village et qui sont venus s'installer au Fouta Djallon et en Basse-Casamance et en Sénégambie. Donc, c'est ces trois filles-là qui ont un peu constitué la dynastie Galwar. C'est une dynastie maternelle. Et cette dynastie-là est née Maïssa Walidjan, le premier roi du Sine. Tu vois, et c'est Maïssa Walidjan qui a commencé à donner ce nom Galwar. Et les gens pensent que Galwar, c'est Serer, mais c'est plus côté Socé. Tu vois, il y a plein d'acronymes. Artistiquement, il y a plein de trucs qu'il y a à Galwar. Il y a un groupe sénégambien qui s'appelle Galwar Band of Banjul, avec Moussa Ngom, que les gens connaissent, les Sénégalais connaissent. Il y a aussi un film que Ousmane Sembène avait fait qui s'appelait Galwar, où les gens connaissaient à travers le discours de Mamadou Ndiaye Doss qui parlait, qui indexait les gens pour dire que la dette, etc. Voilà. Donc, c'est à cause de ça les gens connaissaient plus le nom Galwar, mais ils ne savaient pas ce que ça signifiait. Donc, moi, je prends le nom, je dis, OK, je fais le nom, mais je le mets en tant qu'agence artistique. Il y a aussi d'autres agences qui s'appelaient comme ça, mais j'ajoute un T pour que ça soit artistique, que ça soit art arrêté à la fin. Donc, c'était ça un peu l'idée qui était venue à la base. Mais on n'arrivait pas à faire l'idée qu'on avait, c'est le festival ou les gros trucs. Donc, je dis, OK, j'ai une base de données de photographes. On va créer une application qui va permettre de vendre des œuvres photographiques. Bon, j'ai commencé par Instagram.
Si tu vois le début d'Instagram sur la page de Galois, c'est les photos ou les œuvres des autres photographes que j'ajoutais. Mais je voyais qu'après, je disais, ça, c'est pas ma création. Il faut que je puisse créer quelque chose qui m'est propre. Et par là, j'ai dit, OK, j'étais très passionné par l'événement. J'ai commencé à poster les événements qui se passaient à Dakar, comme bon plan. J'ai fait ça pendant 3-4 mois, pendant que j'étais salarié. Et j'ai eu des opportunités de pouvoir booker des artistes dans des restaurants. Je l'ai fait avec 2-3 artistes. Il y a plein de choses que j'ai testées avant d'aller sur quelque chose de concret. Et au jour, avec une association, on faisait une réunion chez moi. Quand on faisait la réunion, c'était une association comme ça qu'on avait fondée avec des potes. On fait la réunion. Après la réunion, 2 potes qui avaient des guitares venaient, ils faisaient la musique comme ça. On faisait du Ataya Bissap. Ça, c'était assez cool. Et on l'a fait 1, 2, 3 fois. 3e fois, on s'est dit, chaque personne qui vient, tu amènes de l'argent. Tu amènes 2000, 3000, c'est à toi de voir. On l'a fait, ça a marché. On dit, bon, on va faire un événement où les gens paieront 3000. Et c'est à l'époque où j'ai commencé à découvrir Canva, en 2019. J'ai fait une affiche sur Canva comme ça. J'ai mis entrée 3000, j'ai l'adresse de chez moi, c'était le salon. Il y a eu 36 personnes comme ça maximum, je pense, avec les gens qui ont eu l'idée. On était 36 dans le salon. On l'a organisé, c'était bien. Il y avait même les images sur l'Instagram. Donc, on a fait ça. Et 3000 francs, moi, j'ai dépensé combien? J'ai même pas dépensé 20 000 et quelques pour la bouffe et tout. On s'est arrangé de voir les trucs. On a encaissé les 3000 francs. Après, je me rappelle, on est sorti avec des bénéfices. Je me suis dit, ça, c'est un bon créneau. On a fait ça 2-3 fois chez moi. Après, mon père me dit, non, ça, il y a les voisins. On a arrêté. On a fait ça dans 2-3 restos. Et vu que j'étais en même temps CM dans certains restos, à l'époque, il y avait Pizza Time qui devait se lancer. Après, nous, on a travaillé dessus. Et après, on leur a proposé de faire un after là-bas. C'était notre premier after grand public où on a fait ça le 3 août 2019. J'étais toujours en poste. Tu vois. On a fait ça. Il y avait un groupe qui aidait. C'était des amis qui venaient aider à l'organisation. L'affiche, je l'ai fait moi-même sur Canva toujours. Et quand on l'a fait, ça a marché. Et il y avait un directeur d'hôtel qui me connaissait, qui voyait mes statuts, comment je communiquais. Il me dit, il y a mon hôtel qui est là, mais il n'y a pas de contenu. Propose-moi quelque chose. Je lui ai proposé des séries d'afterwork et des séries d'événements. Et on a organisé ça. Et c'est là où c'est vraiment parti l'idée. Après, les événements nous ont vraiment tiré. C'était pas le but au début. Vu qu'on l'a fait et que ça a marché et qu'on savait le faire, on en a continué. Et l'erreur que j'ai faite sur ça, c'est que j'ai pris des amis, j'ai pris tout le monde dans l'équipe. On était une équipe de 16 personnes comme ça. Tu vois, c'était beaucoup. Avec eux, moi, je les considère toujours, ils sont toujours dans les projets, tu vois. Si j'ai des choses très, très intéressantes, je les appelle, je leur demande leurs avis ou quelque chose parce que c'est des potes, c'est des gens qui sont là, expérimentés et qui connaissent aussi Galois. Voilà. On a fait des événements parce que Covid est venu. On n'avait pas eu la chance de continuer les événements. On a eu de gros projets entre-temps. Et pour ça, rapidement, pour t'expliquer pourquoi on a fait ce pivot, parce qu'on faisait des événements, mais les gens venaient à l'événement, ils payaient 6 000, 10 000, whatever, ils viennent, ils s'amusent, ils sont contents, ils partent. On a une base de données qui est là, dormante, et on a des leads, mais on ne pouvait rien leur vendre. Et parfois, certains d'entre eux revenaient vers moi me dire, est-ce que tu connais telle personne? Est-ce que tu connais telle personne qui me peut faire design tel ou community management tel? J'ai dit, bon, autant l'intégrer dans ma boîte et le faire. Et voilà, j'avais l'idée, je procrastinais pour poser et voir. Et depuis juillet 2023, dernier, je me dis, gars, il est temps. Assis-toi et écris tout ce que tu as en tête. Je me suis assis, j'ai commencé à tester Notion surtout. Et j'ai fait plein de contenu dessus. J'ai écrit plein de choses. Et c'est là où j'ai trouvé le bon gombo. Là, on est sur 2 briques. On est sur du développement commercial et de l'événementiel. Ce qu'on fait dans le développement commercial, c'est qu'on essaie d'externaliser la partie commerciale des startups, PME, PMI, mais avec une autre manière. On ne va pas juste l'externaliser de manière comme... Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, le métier du commercial où les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, un commercial, ce n'est pas juste un business developer. Moi, je considère même le développement commercial, c'est tout un packaging. Tu as le social media management dedans et j'essaie aussi de mettre le graphic design parce que leur travail drive la partie commerciale. Voilà, c'est un peu ça qu'on a fait comme pivot. Et alhamdoulilah, là, ça se passe bien. Et avec le support
en interne aussi de Bakeli, qui comprennent bien ça et que j'essaie d'allouer un peu de temps pour le projet, tout en étant en interne. Et c'est un peu ça. Et pour revenir sur le sujet de l'entrepreneuriat, selon moi, c'est le futur de l'entrepreneuriat, ou c'est une autre forme d'entrepreneuriat. Parce que quand tu prends la définition concrète de l'entrepreneuriat, la base de base, ils disent que l'entrepreneuriat, c'est la poursuite de tes opportunités au-delà des opportunités que tu possèdes. Tu vois, Isaac, marketeur chez Volcano, tu le fais du lundi au vendredi. Tout ce que tu vas faire en dehors de ça, c'est de l'entrepreneuriat. Tu vois, c'est ça en base. Mais après, il y a eu des succès qui sont passés, voilà, et du coup, qui ont fait que ils ont fait passer ce concept où tu nais, tu fais des études, tu plonges à l'entrepreneuriat. Mais c'est un long processus. Et dans ça, tu as l'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, on le voyait le plus souvent dans les grands groupes. Parce que les grands groupes, ils ont des projets à n'en plus finir. Donc, ce qu'ils font, ils vont voir quelqu'un qui est talentueux. Parfois, ça vient des grands groupes directement. Parfois, ça vient même des employés ou des salariés. Voilà. Mais l'intrapreneuriat, selon moi, c'est une très, très belle forme d'apprendre, une très belle forme d'entreprendre, de grandir et de réduire les risques, en fait. Ok, c'est vraiment inspirant ce que tu dis. C'est vraiment une belle présentation, en tout cas, de ce domaine-là. Tu as dit, au fait, que Bakeli t'a compris, tu vois, que tu devais développer aussi tes activités de côté. Ce que je vais rebondir sur ça, c'est que, est-ce que pour toi, parce que je vais rebondir dans la genèse même des Gelwatt, lorsque tu lances Gelwatt en 2019, tu es aussi salarié, on est d'accord? Oui, j'ai toujours été salarié. Ok, quelque part. Comment tu arrives à trouver, toi, le juste équilibre entre le fait de toujours être salarié, mais aussi développer son activité de côté? Comment arriver à trouver ces justes équilibres? Comment toi, en tout cas, si tu as des tips, entre guillemets, comment toi, tu as pu t'organiser, en tout cas, parce que c'est difficile. Tu es lundi au vendredi dans une boîte, tu dois aussi de côté développer ton activité. Comment toi, tu arrives à gérer ces deux choses-là, en fait? Et déjà, moi, perso, je me définis, si tu vas voir comment je me définis, je me définis comme un hustler. Toi, tu l'as dit, le hustle de Gelwatt. Hustler de Gelwatt, c'est ce que j'ai dit. Un hustler, c'est qui? C'est quelqu'un qui se bat. C'est quelqu'un qui se débrouille pour trouver le juste milieu. C'est juste ça. Et il y a un truc qui est de plus souvent qu'on voit sur les réseaux, side hustling. Excellent, et moi, aujourd'hui, mes activités entrepreneuriales, je les considère comme du side business, comme du side hustling, tu vois. C'est pas un truc que je fais, je vais pas dire, c'est un truc que je fais de tous les jours. J'essaye de prendre 1 heure de mon temps tous les jours pour essayer de travailler sur mon projet. Et ça, c'est des méthodes. Ça, c'est une des méthodes. Tu vois, et c'est 1 heure de ton temps par jour de l'allouer à ton projet. Après, il y a des jours où tu peux donner encore 5 heures, 6 heures pour les clients, pour les gens qui ont besoin de choses beaucoup plus urgentes, etc. Et le truc, c'est quoi? Déjà, dans le mindset, moi, dans mon mindset, je me dis, je suis un hustler. Tu vois, et je dois m'en sortir. Je dois faire de telle sorte qu'aujourd'hui, je vais équilibrer mon temps. Mais il y a un truc qui m'a beaucoup aidé. C'était à l'époque où j'étais à la Sonatel et que je faisais de l'entrepreneuriat, que je faisais des events ou que je faisais des week-ends, je montrais tout ce que je faisais sur les réseaux. Et mes collègues me disaient tout le temps, mais toi, tu vois, ils ne comprenaient pas. Tu vois, ils ne pouvaient pas comprendre parce que eux, c'est des gens classiques. qui boulot, mais comme on dit, métro, boulot, dodo. Voilà. Donc moi, je n'ai jamais voulu avoir cette vie-là. Et ils me demandaient, mais toi, comment tu fais pour gérer ça? Il y avait la méthode de 80-20 que j'avais vue à l'école et ces trucs-là. Et je me dis, OK, moi, j'essaie de donner ma vie professionnelle, je vais dire 80% de mon temps, de manière générale. J'ai une vie perso, 20%, et sur ces 20%, je m'arrange pour faire de telle sorte que, au lieu que je suis là à dormir 8 heures de temps et tout, j'essaie de dormir 4 heures de temps. Tu vois? Et sur ça, j'essaie de faire des choses. Et comment je faisais? La chose que je faisais pour faire comprendre aux gens avec qui je travaille, aux collègues, aux boss, à tout le monde, j'étais transparent. Je restais transparent sur toute la ligne. Bon, c'est transparent. Parfois, ça te tue, tu vois, ça te flingue. Mais c'est de rester transparent. Je suis entrepreneur, je l'assume.
il faut assumer ça, tu vois, parce qu'il y a des gens, je considère que j'ai une âme entrepreneuriale, tu vois, je l'assume. Donc, c'est de l'assumer et de ne pas aussi nuire ou de respecter les délais sur ton boulot. Tu vois, de faire en tout cas l'effort de respecter les délais, parce qu'on sait que les délais c'est serré, c'est court, mais que tu restes transparent, 100% transparent. Et si tu as des entreprises qui comprennent ça, ça te facilite la chose. Tu veux faire un projet, tu es dans une boîte, viens, dis que j'ai envie de faire ce projet, tu vois, parle-en. Et c'est pas un tabou en fait, les gens, ils n'ont pas envie d'en parler. Tu es dans une boîte, tu as un projet en tête, mais tu le caches. Mais tu le caches à qui? Tu vois, le monde a beaucoup évolué, tu vois. Et les gens qui sont dans les boîtes et qui veulent entreprendre, libérez-vous. Ouais. Tu vois, libérez-vous, tu vois. Allez-y, dites ce que vous voulez. Il y a des gens qui comprennent. S'ils ne comprennent pas, c'est pas grave. Tu pourras leur dire que non, ça, je peux le faire les week-ends ou je peux le faire telle chose, telle chose. Et WhatsApp a participé à exploser les gens qui essayent d'allier boulot et entrepreneuriat. Tu vois, ce n'est pas des entrepreneurs parce que c'est très différent. Parce que ce qu'ils font, ils ne le font pas en interne de leur boîte, ils le font en externe. Mais aussi, tu vas voir leur boss, voir leur statut WhatsApp, voir qu'ils voient telle chose, telle chose. Mais après, il y a beaucoup de commerçants. Et les commerçants et entrepreneurs, ce n'est pas la même chose, tu vois. Mais c'est un truc, pour des tips, je peux rappeler, c'est être transparent, tu vois. C'est utiliser la méthode de 80-20 ou même voir comment allouer les pourcentages sur vos vies. Vous pouvez aller sur du 50, 70, voir comment mettre des pourcentages sur vos vies et vos temps et le gérer. Et l'autre chose aussi, c'est d'être transparent, mais de se libérer, de discuter et de faire comprendre aux gens que toi aussi, tu es entrepreneur. C'est pas tout le monde qui va devenir entrepreneur, tu vois. Il y a un truc de Osama Hamma qui dit « Anyone can be entrepreneur », tu vois. C'est pas... On force pas, moi je n'ai pas envie de forcer à tout le monde d'être entrepreneur. Il y a des gens, ils sont bons salariés. Okay, voilà. Tu vois, ils sont super bons salariés. Tu vois, il y en a, ils sont pas bons. Il y en a, ils sont au milieu. Il y en a, ils essayent de tenir les deux. Et ça, si tu te connais, tu comprends qui tu es, ça sera facile pour toi. Tu vas savoir, ok, moi j'ai envie d'entreprendre d'ici 5-6 ans, mais j'ai besoin de comprendre les choses en entreprise. Donc, pose-toi et comprends les choses en entreprise. Et ce que j'ai fait comme erreur dans ce truc-là, je veux le dire, c'est de brûler les étapes. Moi, j'ai brûlé mon bateau. C'est-à-dire, tu n'as rien derrière, tu laisses tout ce que tu as pour plonger dans quelque chose. Tu vois. Et ça, c'est une erreur qui m'a coûté quelque chose de très cher. Donc, c'est ça. Il faut juste pouvoir comprendre ce que tu veux faire et en discuter avec des gens et chercher des gens qui vont t'aider. Les gens qui sont dans les boîtes, il faut parfois les considérer comme des grands frères, comme des mentors, comme des conseillers. Même s'il y a beaucoup de toxicité dans les boîtes. Parfois, c'est très toxique, mais voilà, c'est un peu ça pour parler sur la question. Sur ça. Et tu as martelé beaucoup sur le fait d'être transparent. Et je pense que la transparence dans ton parcours professionnel, en tout cas, ça a été le maître mot. Est-ce que ça t'a pas fermé les portes, le fait de pouvoir être transparent, de dire aux employeurs, en tout cas, que moi, j'ai mon activité à mener de l'autre côté. Est-ce que ça t'a pas fermé des opportunités, de portes? Ça m'a poussé à la démission. Ah ouais. Ouais. Dans une boîte, parce que j'essayais d'avoir des performances qu'il fallait dans une boîte. Et à un moment donné, mes performances ont chuté. Et ils voulaient comprendre pourquoi mes performances ont chuté. Et ma manager a sorti du genre, c'est un entrepreneur. Wow. Tu vois, et on était avec une grande boss qui disait, tu entreprends dans quoi? Et je dis à ma manager, ok, donc tu veux faire la publicité gratuite? Donc vas-y, fais-le. Tu vois, et j'ai mal parlé, tu vois. Et voilà, j'ai pété les plombs à cause de ça. Après, j'avais plus de place dans la boîte parce que voilà, tout le monde t'étiquette en tant que le boy impoli qui dit exactement. Et voilà, à cause de ça, j'ai déposé ma lettre de démission. Ok. Tu vois. Ok. Et raison pour laquelle, maintenant je le dis, raison pour laquelle je peux plus, c'est depuis ça. À l'époque, j'avais pas de filtre sur qui regardait mes statuts, qui regardait mon Insta, qui regardait. Ça m'a un peu freiné pendant des années. Je mettais plus n'importe quoi sur Snap, ni sur WhatsApp, ni sur Insta. J'essayais de voir qui me regarde et pourquoi il me regarde. Ça m'a beaucoup bloqué pendant longtemps, mais là, après, ça va. Maintenant, ça va. Mais ouais, ça m'a poussé, cette transparence m'a vraiment poussé à la démission. Ok. Quels sont aujourd'hui les avantages que tu as trouvés dans l'entrepreneuriat
et comment cela a pu pouvoir enrichir ton parcours, au fait, ton parcours professionnel. Le fait de pouvoir entreprendre de côté en étant salarié, ce sont les avantages que toi, tu as pu tirer, des leçons en tout cas, qui aussi ont été bénéfiques pour la boîte dans laquelle tu as eu à travailler dans le temps. Déjà, comme je vous disais le début, tu me disais si tu étais externe ou interne. Ouais. Tu vois, ça te donne ça. Ça te donne le fait que tu puisses être une personne dans la boîte, mais que tu puisses avoir aussi une vision externe parce que tu bouges en fait pour voir ce qui est de l'intérieur et de l'extérieur. Et l'avantage, plus gros avantage, c'est quoi? Tu vas pas, comment je peux l'appeler? Tu vas pouvoir avoir une vision globale de la boîte dans laquelle tu travailles. Et si tu es un manager, par exemple, ou tu es une personne qui gère des équipes, tu vas prendre de la hauteur. Tu vas prendre de la hauteur et tu vas découvrir d'autres horizons pour pouvoir comprendre d'autres sujets, tester d'autres choses et pouvoir comprendre et guider l'équipe. Sinon, tu as le fait de rester uniquement dans les mêmes sujets, tu risques d'être hyper méga local dessus, tu vois. Tu es devant le guidon, tu vois, tu te lèves pas, tu vas pas à l'horizon, tu peux pas prévoir des choses, tu n'es pas visionnaire en gros, tu vois. Et le fait de faire ça, tu deviens visionnaire. Et il y a plein de choses qui vont te driver. Aujourd'hui, des deux côtés, moi si j'ai quelque chose qui est bon pour ma boîte, regarde, je suis productif dans mon taf. Voilà. Si j'ai quelque chose qui est bon dans mon taf, je suis productif dans mes activités. Tu vois, et ça se complète. À un moment donné, tu es démotivé ici, mais il y a des bonnes choses ici qui viennent te faire croire que, ok, là, ok, tu n'es pas une seule personne pour travailler que pour ta boîte. Donc, tu penses aussi au succès de l'entreprise à laquelle tu travailles, à laquelle tu t'es engagé. Tu vois, ces deux-là, ça te tire. Tu vois, et c'est énorme. Et si on est des personnes, surtout moi, très polyvalents, qui aiment toucher à tout, être partout, pour ça, tu as tout le temps besoin de l'équilibre. Et cet équilibre, c'est ce que ça fait. Tu vois, ça te permet, toi, tu ne vas pas t'ennuyer. Et sur ton projet, tu ne vas pas vouloir tester tout et n'importe quoi parce que tu as un temps limité. Sur ta boîte, tu vas pouvoir gérer ton temps, gérer ton équipe et voir comment tu vas pouvoir les faire lever à un autre niveau. Donc, selon toi, en fait, si je comprends, pour toi, vraiment, de ce qui sort, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sénégalaises doivent en tout cas soutenir les initiatives entrepreneuriales de leurs salariés. Oui, 100%. Moi, j'ai rencontré, il y a des gens aussi qui ont façonné cette vision. Je salue de passage Adia Fall, Adia qui est fondatrice de Contana, avec qui était à Goethe Institut et qui avait lancé Contana par la même occasion. Et sur sa boîte l'a vraiment soutenu. Je peux citer, j'ai rencontré récemment Moussa Kamara qui est à la Sonatel, qui a aussi développé son projet dans l'agrobusiness et que sa boîte l'a vraiment soutenu. Et récemment, on avait fait une masterclass au sein de la Sonatel et c'est lui-même qui a été invité pour qu'il parle de son activité entrepreneuriale au sein de la boîte. Il y avait ses collègues, tout ça, qui ont pris la parole pour lui poser des questions. Voilà. Tu vois, ça, c'est tellement, je pense que c'est quelque chose que tu vois. Et même, il y a des grands groupes maintenant qui ont des stratégies intrapreneuriales. Ils ont des stratégies pour cibler les entrepreneurs de leurs entreprises et leur pousser. Parce que pourquoi ils font ça? L'intrapreneuriat aujourd'hui te donne une longueur d'avance sur l'innovation. Ça te permet d'innover en fait. Il y a des sujets que le grand groupe ne peut pas faire. De ce fait, l'entrepreneur qui travaille sur un projet donné, en partenariat avec son entreprise, il lui donne plein de choses qu'il puisse expérimenter. Et quand je prends le cas de Volcano qui est là, sur la partie Startup Studio, on le voit. Ouais. Quand tu vois par exemple Madi Sanko avec Elikia, tu vois, il est lead dessus, mais il reste dans le groupe. Et ça, l'innovation que ça peut driver, tu ne peux pas le mesurer. Tu vois, c'est énorme. Et c'est ça, aujourd'hui, les boîtes sénégalaises, les grands groupes sénégalais le comprennent de moi. Il y a les Sonatel qui l'ont très, très bien compris depuis le début. Et le fait aussi, ça permet aujourd'hui de les sensibiliser. Et parfois, ça augmente l'engagement interne. Parce que quand tu soutiens quelque chose une personne dans ses initiatives, il t'est redevable. Ouais, tu vois, tu augmentes l'engagement du salarié et il est là, surtout si c'est des personnes expérimentées qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience et qui ont
qui ont tout le temps essayé d'avoir ces deux côtés-là dans leur parcours, ils vont facilement adhérer en fait au concept. Et l'entreprise est là pour cadrer. On a tout le temps besoin de ça. On est très jeune. On apprend. Raison pour laquelle moi, c'est une des raisons que j'ai décidé de rejoindre Bakili. Parce qu'ils m'ont compris et ils sont eux-mêmes ce que je suis. Voilà. Voilà. Ils ne pouvaient pas avoir meilleur complément que ça, en fait. C'est ça, tu vois. Et c'est exactement ce qu'il faut. Aujourd'hui, je trouve 3 alternatives ou 4 alternatives pour les salariés expérimentés. Mais il faut faire des preuves. Tu ne peux pas te lever d'un bon jour, tu te dis entrepreneur. Ce n'est pas un truc qui vient au bout comme ça d'un truc. C'est un long chemin. Moi, aujourd'hui, je suis très jeune, mais je peux te dire je suis à ma 7e année d'expérience cumulée. Tu vois, très jeune, mais parce que j'ai travaillé, j'ai très tôt été en entreprise. J'ai très tôt compris plein de choses. Et c'est ça le problème aujourd'hui dans les boîtes. Parfois, tu vas voir un jeune qui est junior, moins de 2 ans d'expérience, et qui veut driver des projets en interne. Moi, j'avais un jeune que je salue de passage, très courageux. Salut, donc je le salue depuis la Maroc. Salut, quand il nous a rejoint, il avait une idée de projet. Au sein de Toucher, quand j'étais à Toucher, il avait un projet de faire du slam. Mais il veut le faire en interne. Il veut le faire en interne du projet. Il a appelé Tout Slam. Donc, toute l'équipe de Toucher l'a soutenu. Il a tout fait. Il voulait faire des ateliers de sciences de slam en interne. C'était bien, tu vois. Et tout le monde l'a soutenu. Mais par manque d'expérience, parfois, ça retombe sur toi. Tu vois. Et parfois, tu as envie de faire des idées et tout. Certes, même si c'est des boîtes jeunes, tous les collaborateurs sont là. Je me rappelle, il avait organisé un panel où le DG même de Toucher était parti faire partie des panélistes. Tu vois, c'est des trucs encourageants. Mais si tu n'as pas beaucoup d'expérience pour tenir ça, il y a certaines personnes d'à côté qui ne vont pas aimer ça et qui vont essayer de mettre les bâtons sur les roues. Tu vois. Et ça, tu vois, c'est aussi les inconvénients de l'entrepreneuriat. Parfois, si tu es dans des boîtes assez mondiales qui essayent de chercher le modèle, etc. Voilà, mais c'est des trucs très intéressants. Et parfois, les jeunes, c'est des erreurs qu'ils font. Ils arrivent 1, 2, 3 mois ou 1 an, 2 ans, ils veulent forcer des choses ou faire des choses. Non, il faut du temps. Il faut du temps. Moi, peut-être j'ai eu la chance de pouvoir intégrer ça par la coopération de mon boss qui a très très bien compris et qu'on a discuté. Tu vois. Et on en discute toujours. On en discute toujours. C'est un truc qui n'est pas vraiment fermé. On en discute et c'est ça en fait. Ok. Ouais. Vraiment, pour toi, je veux qu'on puisse retenir 3 choses. En fait, les entreprises, pour aujourd'hui soutenir l'entrepreneuriat, quelles sont pour toi les bonnes actions qu'ils peuvent mettre en place dès ton expérience à toi que tu as tirée pour soutenir en fait, cette culture-là, de permettre aux collaborateurs, en étant salariés, de pouvoir aussi développer leurs activités de côté, selon toi? Oui, donc ça, je pense que c'est un truc très, 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 très compliqué. Ouais, pour les entreprises. C'est très compliqué. D'habitude, les entreprises restent passifs, attendent que la proposition vienne des collaborateurs. Ou bien ils sont observateurs. Jusqu'à ce que l'opportunité se déclenche et là, ils accompagnent. Mais, par exemple, tu vas voir en France, il y a des grands groupes qui intègrent ça dans leur stratégie. Mais pour aujourd'hui, d'un coup, se lever et faire ça, ça va être très compliqué. C'est des trucs assez compliqués parfois qui prennent du temps et il faut avoir des gens qui le comprennent. C'est un compromis. C'est une collaboration. Tu vois, c'est pas un truc que tu forces, que tu viens, non, je veux mettre une stratégie d'entrepreneuriat interne. Tu vas te mordre les doigts. Non, sérieusement, parce que tu vas vouloir transformer tout le monde en entrepreneur, tu vois. Et tout le monde n'est pas entrepreneur, tu vois. L'essentiel, c'est quoi? C'est un truc avant-gardiste aussi. C'est un truc qui n'est pas encore, qui s'est pas encore explosé. Mais l'essentiel, c'est quoi? Tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, si vous avez des entrepreneurs au sein de vos groupes, essayez de voir comment les accompagner. Je te donne un exemple d'un entrepreneuriat assez top que j'ai vu et que j'ai aimé. Je vais leur donner un coup de pub, c'est des potes à moi. C'est Meltech Consulting. Ah, Meltech, si, je connais moi. Tu vois, il est actuellement associé et il a Meltech Consulting à côté avec le DG Abdelkader Diop que je salue de passage. Tu vois, et c'est très dope, tu vois. C'est des trucs. Et lui, il a été soutenu. Tu vois. Et tu vois, et les gens comprennent. Et aussi, ça avance quand tu as un fondateur qui est comme ton mentor aussi. Tu vois, qui t'accompagne
dans ton aventure entrepreneuriale. Ouais. Tu vois, donc c'est un peu ça parfois. Parfois c'est même pas collé dans le groupe, c'est dissocié. Tu vois, même ça, on n'appelle pas ça entrepreneuriat, on peut dire entrepreneuriat, c'est des deux côtés. Après, juste qu'il faut rester transparent. Et je pense pour la première fois quand j'ai discuté avec Mohamed, c'était en décembre 2021, j'avais tout le temps eu l'idée de ça. Je lui ai dit, mais toi, comment tu fais pour gérer ceci et cela? Il me dit, transparence. Ouais. Et moi, j'étais naturellement transparent. J'ai dit, moi, je vais m'en sortir. Ouais. Tu vois, je vais faire ça une fois et tout. Et c'est exactement ça. Ouais. Ouais, c'est vraiment comme ça que tu parles. L'ami, j'aurais aimé beaucoup te garder pendant tout son temps. Mais toi-même, tu sais, toi-même, tu as aussi pas mal de engagements. Donc là, on va essayer d'écheminer vraiment vers la fin. L'ami, quel est aujourd'hui pour toi le défi que tu as rencontré quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Le défi principal, majeur, que tu as rencontré au fait? Je sais que c'est dur de choisir un défi. Un défi, non, ouais. Parce que le parcours entrepreneurial, c'est des défis. C'est des défis, c'est des doutes. C'est plein de choses qui sont là. Mais je pense quand je vois, parce que moi actuellement, je peux dire que je suis toujours, je n'ai même pas envie de me considérer comme un entrepreneur. Je suis un hustler. Comme toujours. Ouais. Voilà, je me cherche toujours. Je n'ai pas encore fait quelque chose de très grand. C'est un truc assez cool. Et on a des objectifs qu'on veut atteindre. Donc, on espère que d'ici fin 2024, on pourra dire on est entrepreneur. Ouais. Mais là, toujours, on est en train de construire. Le défi, c'est quoi? C'est l'équipe. Moi, je pense que c'est l'équipe parce que je pouvais avoir ou recruter, mais tu ne peux pas recruter tout et n'importe qui. Déjà, le recrutement, tu as un gros problème dessus. Le recrutement, le problème que tu n'as pas parfois des budgets de recrutement. Tu as un budget assez limité. Mais tu veux avoir qualité-prix. Et ça, c'est un défi énorme pour une personne qui vient de débuter. Tu vas dire, non, je vais chercher un cofondateur. Et parfois, il ne comprend pas ta vision. Tu vas prendre beaucoup de temps pour faire passer ta vision, parce que ce n'est pas un truc qui vient naturellement. Et on ne cherche pas aussi des cofondateurs. Tu fais ce que tu as fait, tu fais des actions avec des gens jusqu'à ce que tu trouves une personne qui marche dessus. Mais le principal défi, je peux dire que c'est l'équipe. Parce que tu es un seul bras, tu ne peux pas tout faire. Et pour trouver des personnes qui comprennent ce que tu veux faire et qui t'aident dessus, c'est un travail de longue haleine. Ok. Cet épisode, Lamine, va sortir de la semaine d'entrepreneuriat. De cette année, c'est du 13 au 18, si je ne m'abuse pas. Quelle leçon aujourd'hui, ou bien conseil, tu donnerais aux entrepreneurs, des gens qui veulent en tout cas se lancer dans l'entrepreneuriat, de ta petite expérience, de ce que toi tu as compris vraiment parce que comme on dit, le terrain ne ment jamais. Tu vois, le terrain ne ment jamais. De ce que toi tu as pu apprendre dans le terrain, quel est le conseil en tout cas que toi tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? Quel est le conseil, la chose que toi tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances, que tu veux peut-être lancer un message aux gens qui veulent se lancer aussi dans ces... J'hésite beaucoup à donner des conseils parce que parfois en entrepreneuriat, il n'y a rien de figé, il n'y a rien, il n'y a pas de science exacte, tu vois. Tu fais une chose, ça ne marche pas, une autre fait une chose, ça marche, tu vois. C'est pas un truc. Mais il y a quelque chose que j'aurais aimé comprendre au début quand j'entreprenais. C'était que en entrepreneuriat, il y a des étapes. J'aimerais bien au tout début comprendre quelles sont les étapes de l'entrepreneuriat. L'idéation, tu vois, tu es là, tu recherches ton modèle jusqu'à ce que tu es en product market fit et tu essayes de faire tout ça, les go-to-market, tous ces trucs-là, toutes ces étapes-là, tu vois. J'aurais bien aimé le comprendre, le structurer et y aller et savoir quelle étape jeter et qu'est-ce que j'ai besoin à cette étape-là. Et c'est quoi les prochaines étapes? Moi, j'ai tout mélangé. Tout mélangé. Tout. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le font, apprentis entrepreneurs qui le font. Ils ne savent pas c'est quoi les étapes. Ils sont en étape d'idéation. Ils prennent pas le temps d'asseoir leurs idées, tester l'idée d'abord, valider l'idée.
ensuite l'étaler sur d'autres sphères ou d'autres trucs. Ça, il faut tout le temps prendre le temps de peaufiner les idées, de tester en même temps l'idée. Après aussi, le temps de test ici, c'est assez long parfois. Les gens, ils prennent le temps, ils sont là, ils attendent et les moyens aussi, ça brûle et tout. Donc, je pense que ça, c'est un truc que j'aurais aimé comprendre. Et après, toujours, je me dis que les choses que tu ne comprends pas aussi, tu le comprendras. Ouais, tu comprends. Parce que c'est ça, c'est un effet boomerang. Tu ne comprends pas une chose, par exemple, tu ne sais pas comment faire ta comptabilité sur les factures. Tu ne sais pas à quel moment tu vas acheter TVA, à quel moment. Je te jure, à un moment donné, tu vas venir, ça va te casser la tête. Tu vois. Et ça, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça vraiment. C'est ça l'entrepreneuriat en tout gros, tu vois. Et c'est pour ça, là, moi, parfois, les conseils que je prends, j'aime bien prendre des conseils en finance parce que je ne suis pas très doué en finance. Donc, je suis un bon sales. Je peux vendre, je peux faire des trucs. Mais tout ce qui est comptabilité, finance, ça, c'est un truc qui, en tant qu'entrepreneur, que tu dois maîtriser à 100%. Et je suis en train de me former dessus. Voilà, je me forme. Et un truc aussi que je n'avais pas compris au tout début, c'était il faut aussi rester aussi assez professionnel. Tu vois, on a tendance à vraiment plier le game, quoi. Tu vois. On vient avec nos codes. Que le milieu professionnel, il a ses codes. Il a ses codes, Il a ses codes. Un entrepreneur, c'est un professionnel. Ouais. Tu vois, c'est un professionnel. Il faut que tu puisses appeler les gens de manière correcte, leur envoyer un mail, suivre ces mails-là, les relancer, avoir des techniques de relance. Et ça, c'est à cause de mon métier commercial qui m'a facilité ça. Mais j'aurais demandé aussi aux entrepreneurs de se former en sales, surtout les techs, les gens qui sont dans la tech. Et ça, et aussi aujourd'hui, on est à une ère entrepreneuriale au Sénégal qui est vraiment, vraiment top. Top, ouais, voilà. Je pense, ouais. On a beaucoup de jeunes qui ont des idées, surtout dans la tech. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, les meilleures boîtes tech qui se construisent dans le monde, c'est avec de très bons profils. Aujourd'hui, il y a un triangle de profils qui constituent les boîtes. Tu as les hustlers comme moi, qui vont faire tout ce qui est sales, tout ça. Tu as les tech enthousiastes qui vont te faire la plateforme si tu es une boîte tech. Et tu as le design. Ces trois trios-là, essayez de les avoir dans toutes les boîtes que vous essayez de construire. Ok, c'est vraiment inspirant, Lamine. J'aurais aimé te garder assez longtemps. Je pense même que on va avoir encore l'opportunité de t'avoir. Ça, c'était juste un avant-goût, en tout cas. C'est juste un avant-goût. Je pense qu'on va encore en faire pas mal d'épisodes parce que tu es une personne assez inspirante, Lamine. Ton parcours est vraiment inspirant. Comme tu as dit, tu es vraiment hustle. Tu es quelqu'un qui sait trimer, qui sait souffrir, mais qui sait toujours s'en sortir. Si les gens veulent rentrer en contact avec toi, Lamine, vu que c'est la fin, par quel canal ils peuvent utiliser? Tu peux donner des captions? LinkedIn. Et moi, je suis facile à trouver sur les réseaux. Ouais, partout où tu pars, tu mets MLF Galloir, tu vas me trouver. Okay. Donc, c'est un peu ça. Après, je reste très disponible. On n'est pas encore au niveau des Abdul. On est à notre niveau actuellement. Donc, les gens qui peuvent nous contacter pour Galloir, pour whatever, nous restons disponibles. Et là, nous sommes en train de faire un gros travail sur l'insertion professionnelle avec Mariam Bank, la bosseuse. On travaille dessus. On est en train de faire plein de choses pour l'insertion. On va essayer on a des programmes qui arrivent. On va faire beaucoup d'alternance aussi, des trucs assez qu'on veut tester. On a la plateforme Bakeli Carrière qui sera, Inch'Allah, optimisable. Voilà, donc ça se passe quoi. On essaye de monter les niveaux parce qu'aujourd'hui, l'employabilité, le chômage, tout ça, c'est un truc vraiment, vraiment difficile au Sénégal. On veut aider le maximum de jeunes à s'insérer, à trouver au moins un stage ou leur premier emploi. Ok. Je pense qu'on va faire un épisode uniquement focus Bakeli Carrière pour comprendre vraiment ces sujets-là parce que la plateforme parle vraiment d'une problématique qui est réelle, qui est concrète ici au Sénégal, qui est l'insertion de jeunes. Vraiment, merci Lamine merci beaucoup Isaac d'être venu au cercle. À de nouveaux épisodes. Il y aura pas mal d'épisodes avec toi, en tout cas. Merci à tout le monde qui a écouté cet épisode jusqu'à la fin. C'était Volcano à Bari hors série. On avait Lamine 5 aujourd'hui. Restez branchés sur toutes les plateformes et il y aura de nouveaux épisodes. Merci beaucoup.